AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mon invité est Bérengère Couillard, présidente depuis le mois de juillet 2024 du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Bonjour Bérengère. Bonjour. Alors, je vous propose de commencer cette émission en abordant un sujet fondamental, s'engager contre le sexisme, un impératif pour déconstruire les inégalités. L'année 2024 a révélé une fracture sociale grandissante autour des enjeux d'égalité du genre et des droits des femmes. D'un côté, celles et ceux qui aspirent à une véritable égalité, de l'autre, des voix qui, sous couvert de déni ou de défense, retardent les changements. Dès lors que les revendications féminines gagnent en visibilité, elles se heurtent à un backlash médiatique organisé où le sexisme, banalisé et réduit à une simple opinion, s'oppose à des revendications perçues comme trop exigeantes. Le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité dresse un constat édifiant. Malgré des avancées symboliques et des prises de conscience collectives, le sexisme reste profondément enraciné dans notre société. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 86% des femmes déclarent avoir vécu une situation sexiste et 9 sur 10 modifient leur comportement pour l'éviter. 40% rapportent avoir vécu une situation de non-consentement, alors que seulement 23% des hommes reconnaissent en avoir été à l'origine. 57% des femmes disent avoir été moins bien traitées dans la rue et les transports et 50% dans leur propre foyer. 23% ont été victimes de violences économiques conjugales, un phénomène lié à une spirale de dépendance financière, souvent renforcée par les écarts salariaux. En 2024, seuls 34% des temps de parole médiatiques étaient accordés aux femmes. Alors, et le monde du travail, dirait. Le monde du travail reste un bastion d'inégalité. 83% des femmes y dénoncent un traitement inégal, avec un écart salarial de 23,5% dans le secteur privé. Et plus de 3 millions de femmes, ce chiffre est terrible, déclarent subir chaque année des violences sexistes et sexuelles. Et plus de 3 femmes par jour sont victimes de féminicides, de tentatives ou de suicides forcés liés à ces violences. Ces chiffres traduisent aussi une réalité désespérante, car malgré des luttes acharnées menées par les féministes, 94% des jeunes femmes de 15 à 24 ans estiment qu'il est plus difficile d'être une femme aujourd'hui. Le procès des viols de Mazan, historique par ses dimensions, a agi comme un miroir brutal de ces violences systémiques, avec 65% de Français qui reconnaissent une responsabilité masculine collective. Alors, quelles sont les priorités pour avancer ? Une éducation à l'égalité généralisée, plébiscitée par 9 Français sur 10, un partage équitable des responsabilités familiales et la réforme d'un congé paternité obligatoire et allongé, demandé par 70% de nos compatriotes, la révision de l'index Pénicaud et la mise en place du budget sensible au genre et l'adoption des critères d'égale conditionnalité pour les aides publiques, une justice renforcée, une introspection collective masculine pour devenir des alliés actifs aux côtés des femmes. Nous sommes à un tournant. Le sexisme n'est pas une opinion, c'est un fléau qui gangrène nos sociétés et perpétue les inégalités. Bonjour Bérengère. Bonjour. Vous êtes depuis le mois de juillet 2024 la présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, après avoir occupé des fonctions ministérielles, notamment en tant que ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations en 2023. Alors cette nomination à la tête du HCE s'inscrit-elle dans une suite logique de votre parcours ? Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter cette mission ? C'est très naturellement en fait que j'ai accepté cette mission qui m'a été proposée en effet en juillet 2024. J'ai occupé, comme vous l'avez dit, des responsabilités importantes sur les sujets d'égalité et de la lutte contre les discriminations en tant que ministre. J'avais également beaucoup travaillé en tant que députée sur le sujet des droits des femmes et des violences conjugales. Et donc je crois que j'étais à ma place sur cette présidence d'une instance qui est aujourd'hui reconnue d'utilité publique, parce que évidemment elle rend des rapports extrêmement sérieux et donc ces travaux sont également reconnus par le monde féministe, mais également bien au-delà, parce qu'on a aussi des sollicitations des parlements, du gouvernement et donc voilà, moi l'idée c'est de évidemment continuer à faire des rapports de qualité et évidemment faire connaître aussi l'instance plus largement par les Français. Alors des rapports importants, des rapports qu'on attend toutes et tous d'ailleurs chaque année. Là, vous venez de publier le rapport annuel sur l'état du sexisme en France. Vous l'avez intitulé « À l'heure de la polarisation ». En 2024, cette polarisation des débats autour de l'égalité entre les femmes et les hommes semble plus marquée que jamais. Pourquoi cette question de l'égalité devient si clivante aujourd'hui ?
Écoutez, c'est vrai que là, si vous voulez, depuis 3 ans, le rapport sur l'état du sexisme en France réalisé par le HCE est basé sur un baromètre. Un baromètre qui permet, donc on a sondé plus de 3200 Français, dont 500 jeunes qui ont entre donc 15 et 34 ans. Ce qui a permis justement de voir l'état du sexisme en France, mais aussi l'évolution d'année en année. Et donc, on se rend compte qu'il y a un clivage de plus en plus important entre les femmes et les hommes sur la perception du sexisme. Et là, on a donc regardé de façon très précise, notamment sur les questions politiques, où on a connu donc une campagne américaine donc qui a été particulièrement clivante, et on le voit par les votes aussi des plus jeunes. Il y a quand même 45% des jeunes américains qui ont voté Donald Trump, quand 72% des jeunes américaines qui ont voté Kamala Harris. Donc on le voit par les votes. On voit qu'il y a des discours masculinistes qui sont de plus en plus embrassés par la jeune génération, et particulièrement les jeunes hommes. Et moi, je crois qu'il y a, compte tenu de la société qui est en plein mouvement, je pense qu'il y a une forme de frustration de la gente masculine qui s'aperçoit que les choses bougent, alors qu'on leur a toujours dit que c'était autrement que ça devait se passer. C'est-à-dire qu'on a éduqué nos enfants différemment. Quand on pose la question à des parents s'ils ont éduqué leurs filles et leurs garçons de la même manière, ils répondent oui. Et pourtant, lorsque vous demandez à une jeune fille si elle a été élevée comme son frère, elle dit non, majoritairement. Et donc, pourquoi elle dit non? C'est parce qu'en effet, on n'éduque pas les enfants de la même façon quand ils sont filles ou garçons. Et ça se répercute évidemment lorsqu'ils arrivent à l'âge adulte. Et donc, ils ont tendance à reproduire ce qu'ils ont eu avec leurs parents, avec leurs propres enfants. Et donc, on n'a pas inversé cette tendance. Et les inégalités qu'on a dans la vie quotidienne, qui sont très importantes, et ben du coup, on les retrouve aussi dans la vie quotidienne des enfants quand ils font famille. Alors, on n'a pas rééquilibré ça. Est-ce que c'est un problème d'éducation? Et justement, sur ce problème d'éducation, ça fait des années que l'on parle, depuis 2001 d'ailleurs, puisque c'est l'éducation à l'égalité, à la prévention des violences sexistes à l'école sont des priorités. Seulement 15% des élèves bénéficient de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, malgré une obligation légale depuis 2001. Donc, on a quand même beaucoup de mal. Comment est-ce qu'on va sortir de cette situation pour renverser la table par rapport à ce que vous venez d'évoquer? Est-ce que vous pensez que la ministre de l'Éducation, que vous connaissez bien, va s'engager enfin sur ce sujet? Écoutez, bien sûr, je l'espère. J'ai toute confiance dans l'action qu'elle peut mener, parce que c'est quelqu'un que je connais bien et qui a qui croit en ces séances à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Après, vous l'avez dit, c'est une obligation légale et elle devrait être déjà appliquée depuis près de 25 ans. Donc, c'est quand même aberrant que ça ne le soit toujours pas. Pourquoi ça ne l'est pas? Oui, quel est le frein, en fait? Le frein, il y a divers freins. Il y a déjà eu des levées de boucliers des plus conservateurs qui s'opposent continuellement à la mise en place de ces séances à la vie affective, relationnelle et sexuelle, pour de mauvaises raisons, en pensant qu'on va parler de sexualité à des enfants. Il n'en a jamais été question. On ne parle pas à des enfants de primaire de sexualité. Évidemment, on adapte ces séances en fonction de l'âge des enfants. Mais il y a eu des interventions du milieu associatif. Déjà, le milieu associatif, ils ne sont pas assez nombreux pour pouvoir intervenir, même si tous les responsables d'établissement leur demandaient. Ils ne seraient pas assez nombreux. Donc là, la formule qui semble se dégager, c'est d'avoir déjà un corpus commun, c'est-à-dire que c'est le Conseil supérieur des programmes qui réalise donc un cours qui sera donc déployé sur l'ensemble des établissements, et donc par âge. Donc ce sera beaucoup plus simple pour du coup celui qui fera le cours, et donc il y aura des propos qui seront tenus, qui seront justes pour l'âge de l'enfant. Et puis après, l'idée, c'est d'aller, évidemment, que ce soit le personnel de l'éducation nationale qui puisse faire ces séances, accompagné évidemment du milieu associatif sur un certain nombre de sujets qui ne pourraient pas être évoqués par le personnel de l'éducation nationale. Et je pense que c'est ça, la formule qui fera que ça fonctionne. Donc moi, j'ai bon espoir, en tous les cas, avec l'arrivée d'Elisabeth Borne à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de mettre en place cette mesure qui est indispensable. 9 Français sur 10 plébiscitent cette mesure pour un souci d'égalité. Encore une fois, c'est faire en sorte que nos jeunes filles et nos jeunes garçons comprennent qu'ils sont égaux, et puis qu'on puisse parler des sujets qui les concernent pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de sexisme et de violence. Et donc, je crois que c'est indispensable. Et puis, 7 Français sur 10 pensent que c'est la mesure la plus efficace
Alors, Donc allons-y. Voilà. Allons-y, Donc évidemment, franchement. le Haut Conseil à l'égalité appelle les responsables politiques à avoir confiance en cette mesure et à la mettre en place. mais est-ce que c'est un problème de minorité? Est-ce que c'est une façon de céder à des demandes minoritaires, hein? Quand vous dites 9 Français sur 10 plébiscitent, très bien. Alors pourquoi céder à des demandes minoritaires sur un élément et un programme aussi important pour changer les comportements et pour faire comprendre aussi la notion de consentement? Il y a une minorité qui est très bruyante et qui l'est depuis une vingtaine d'années et qui a réussi en effet à faire peur sur ces questions. Moi, je crois qu'il faut, et je l'ai dit, il faut rassurer. Et rassurer sur un contenu qui est proposé par le Conseil supérieur des programmes. Là, c'est le cas. Donc, je crois que c'est le moment d'y aller. Ok, on va parler du procès de Mazan, hein, qui a été un révélateur énorme, des fractures sociales sur la question du sexisme, du viol. 65% des Français, hein, vous révélez ça aussi dans ce rapport, considèrent que cette affaire montre que les violences sexuelles et sexistes sont une responsabilité collective masculine. Quel est votre regard sur l'implication des hommes dans la lutte contre ces violences et comment pouvons-nous arriver à créer les conditions d'une implication collective ? Le baromètre réalisé cette année révèle que 9 Français sur 10 pensent que les hommes ont un rôle à jouer dans la lutte contre le sexisme. Moi, je le vois au quotidien lors de toutes les interventions que j'ai pu faire depuis de nombreuses années. Le public est majoritairement féminin. Et c'est ce qui pêche aujourd'hui. C'est-à-dire que les femmes sont très engagées sur la question. Et on le voit d'ailleurs, il y a un clivage et un ressenti très différent sur le sexisme en France. Il y a des hommes engagés, mais pas assez. Il faut que les hommes s'engagent sur cette question. Comment on les embarque ? On les embarque en leur faisant comprendre que c'est plus difficile d'être une femme qu'un homme. Et ça marche, parce que même si, là, on regarde, 94% des jeunes filles pensent qu'il est plus difficile d'être une femme qu'un homme, mais 67% des hommes le pensent aussi. Donc c'est quand même, ça donne de l'espoir. C'est plus 8 points par rapport à l'année dernière. Donc ça veut dire qu'il y a 8% d'hommes, jeunes hommes, qui pensent en plus qu'il est plus difficile d'être une femme qu'un homme. Alors oui, il y a aussi des chiffres qui viennent un peu nous gratter l'oreille quand on les entend, parce que 13% des jeunes hommes pensent qu'il est plus difficile d'être un homme qu'une femme. Bon, mais c'est aussi parce que les choses bougent. Et je crois que parce que les choses bougent, il y a certains hommes qui accompagnent ces changements et qui veulent participer, et puis il y en a d'autres qui du coup sont plus réfractaires et ont peur de ce changement. Donc moi je souligne tous ceux qui veulent s'engager et je leur dis oui messieurs, on a besoin de vous dans ce combat. Ah ben ça je confirme, on a vraiment besoin des hommes. Il y a aussi cette question des médias, de l'importance des médias, hein, dans la banalisation des violences sexistes, dans les discours publics, hein, dans les discours qui sont tenus. On se souvient bien sûr sur CNews de la qualification de l'avortement comme la première cause de mortalité dans le monde. Quand on regarde également les sanctions prononcées par l'Arcom entre 2019 et 2024, aucune ne concernait le sexisme. Donc en dehors du constat que vous faites, hein, et qu'on retrouve dans ce rapport sur la banalisation, quel rôle vraiment les institutions devraient-elles jouer dans la régulation de ces discours ? En fait, le terme MeToo n'a jamais été autant cité, donc a été très cité donc au premier semestre 2024, et a été autant cité que les années complètes, les 5 dernières années complètes. Donc vous voyez, c'est énorme en termes de nombre de fois où les sujets ont été traités. Et les violences sexistes et sexuelles ont également été beaucoup plus traitées entre 2019 et 2024. On a une hausse de plus de 17%. Donc les médias prennent leurs responsabilités, en tous les cas sur ce sujet, et traitent ces sujets parce que aussi les auditeurs et les téléspectateurs sont plus à même d'entendre ces sujets et sont plus à même d'apprécier quelque part le traitement de ces sujets. La seule chose, c'est qu'en fait, on a un traitement médiatique qui n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur parce qu'il y a une forme de désinformation qui est parfois relayée par les journalistes, les chroniqueurs et tous ceux qui peuvent intervenir sur ces questions. Et du coup, il y a une forme de minimisation aussi d'un certain nombre de faits. Et ça fait beaucoup de mal à la cause, parce que quelque part, il y a une forme de banalisation des violences de genre. On a beau en parler, on voit que c'est pas traité de la bonne manière. Et après, ça a une répercussion sur les téléspectateurs et également sur les auditeurs. Donc ça, c'est une première chose. Et en effet, aujourd'hui, le sexisme n'est pas pris à la hauteur de ce qu'il représente. Quand vous avez des déclarations qui peuvent être considérées racistes ou homophobes, vous avez des personnes, des auditeurs, des téléspectateurs qui vont davantage les dénoncer. Le sexisme, ça passe sous les radars. Comme s'il y avait une forme d'acceptation de cela. Tacite. Voilà, quelque part, oui. Et donc, en effet, vous l'avez souligné, l'Arcom, sur 13 décisions pécuniaires
l'année dernière, aucune ne concerne le sexisme. Et même quand il y a eu un cas, notamment sur C8, où je me permets de le dire, une femme a été traitée de tepu pendant une émission, l'Arcom a préféré relever l'atteinte à la personne plutôt que d'aller prendre le cas de sexisme. Et donc c'est regrettable parce que je crois que le sexisme doit être traité comme toutes les autres formes d'atteinte à la personne ou de discrimination. Il faut que le sexisme soit retenu de la même manière. Et puis c'est la première forme de violence. On sait bien que c'est le début du continuum des violences. Alors vous avez parlé tout à l'heure des 49% de jeunes Américains qui ont voté pour Trump. Les mesures prises dès son investiture sont terriblement inquiétante au vu de notre regard européen. L'abolition des programmes de diversité et d'inclusion, l'adoption d'une loi anti-trans, évidemment la commutation des peines pour tous les participants à l'attaque du Capitole. Alors, j'ai un peu envie de vous demander, vous, en tant qu'observatrice des enjeux sociaux et politiques, comment vous analysez l'impact de ces décisions sur les droits civiques et les avancées en matière d'égalité, particulièrement sur les communautés marginalisées? Est-ce que vous pensez que ces décisions, ces prises de position vont avoir une influence en Europe et chez nous? Bon, déjà, il n'y a pas de déception sur la marchandise. Il avait dit qu'il le ferait, il le fait. Quelque part, il avait prévenu. Et je pense qu'il y a une forme de naïveté de la part, particulièrement une naïveté européenne, de penser qu'il ne puisse pas être réélu. Et je pense que ça n'a pas été anticipé. Globalement, et moi ce qui m'inquiète, c'est que la campagne américaine et la politique américaine et la politique en général, même des pays étrangers, est suivie au niveau international et donc est suivie en France. Et donc, quelque part, Donald Trump devient un modèle pour la jeune génération plutôt masculine qui, du coup, voit en lui quelqu'un qui véhicule qui est viril, qui assume totalement ses positions. Donc c'est là où c'est compliqué, c'est que ça peut embarquer un certain nombre de jeunes Français qui peuvent se dire, tiens, pour les prochaines élections, les prochaines échéances, ça pourrait être tentant d'avoir quelqu'un qui lui ressemble, sachant qu'on a déjà en Europe aussi Orban, également bien sûr en Italie, il y a eu en Argentine, enfin voilà. Donc c'est là où on peut évidemment avoir peur. Et puis globalement, c'est vrai que ça va avoir une incidence évidemment sur les droits des minorités et les droits des femmes, avec tous les propos qui ont été tenus. Je ne vois pas comment les choses vont ne pas. Enfin, ça va forcément mal se passer. Merci Bérangère Couillard, présidente du Haut Conseil à l'égalité. Le chemin est encore long. Et je rappelle que cette semaine, c'était la 2e journée nationale contre le sexisme, une journée importante de mobilisation organisée par Ensemble contre le sexisme. À très vite. À très vite. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.